Le sol était là, froid, dur. C'était la 3e fois ce mois-ci. Mais celle-là était la pire. Je suis tombée près de la cuisinière. J'ai cogné la tête. Pendant un moment, je n'ai vu que des étoiles vertes et rouges, comme des sequins échappés de mes doigts. J'ai respiré, mais l'air ne voulait pas entrer. J'ai eu si peur de ne jamais me relever. Je m'appelle Colette Dubois. J'ai 69 ans. 69 ans, et me voilà au tapis, comme un vieux meuble jeté. J'ai passé 40 ans de ma vie derrière ma machine à coudre pour les autres. Des robes de mariée, des petits costumes de baptême. Mon dos me tuait, mes doigts étaient piquetés par les aiguilles. Mais chaque point était pour mon petit appartement, mon 2 pièces, mon refuge. Quand le SAMU est arrivé, c'est Marc qui a ouvert la porte. Mon fils unique. Il avait ce regard, vous savez, le regard qu'on a quand on pense au prix des choses. Il est resté là, debout dans l'encadrement, sa cravate bien serrée. À l'hôpital, on m'a mis une minerve. Les médecins ont parlé sans me regarder. Des mots compliqués. Vertige paroxystique bénin, vieillissement des canaux. En gros, madame, vous êtes vieille. C'est la vie. Ils m'ont donné des pilules blanches. Des pilules qui, disaient-ils, devaient me calmer. Mais je ne me sentais pas plus calme. Je me sentais juste somnolente et plus instable que jamais. Quand je me levais, la pièce tournait. C'était comme si le sol tremblait, juste pour moi. Marc et Sylvie sont venus me chercher 2 jours plus tard. Sylvie, ma belle-fille, toujours parfaite, toujours souriante, mais jamais vraiment chaude. Ils ont insisté pour que je vienne chez eux, dans leur grande maison moderne, le temps que je me remette. « C'est la seule solution, maman », a dit Marc. Il parlait avec une voix douce et professionnelle, celle qu'il utilisait avec ses clients. « Tu ne peux pas rester seule dans ce 2 pièces, c'est dangereux. J'ai été reconnaissante, oui. Mais la reconnaissance s'est transformée en une gêne lourde, comme de la laine sous un soleil d'été. Leur maison était grande, trop grande. Tout était blanc, gris, froid. Pas de place pour mes bobines, mes tissus, ma vieille machine à coudre. J'étais dans la chambre d'amis, au rez-de-chaussée. C'était pratique, c'est vrai, mais je me sentais plus prisonnière que soignée. Le pire, c'était le silence. Dans mon appartement, il y avait toujours le bruit de la ville, le vent, le bruit de ma machine. Ici, rien. Seulement le bruit du verre que Marc et Sylvie s'apprêtaient à boire le soir, loin de moi. Très vite, Marc a commencé à parler de l'appartement. Ce n'était plus un 2 pièces modeste. C'était une aubaine immobilière. Il utilisait des mots que je ne connaissais pas. Plus-value, prêt hypothécaire, dette. Tu comprends, maman, si on vend ça maintenant, ça nous sauve la mise, m'a dit Marc un soir, en m'apportant ma dose du soir. Il tenait le verre d'eau pour moi. Il était si attentionné, tout d'un coup. Et puis, une fois vendu, tu pourras aller dans une maison de retraite haut de gamme. Pas une mauvaise, une belle. Mon cœur s'est serré. La maison, c'était ma sueur, mon sang. C'était l'endroit où j'avais élevé Marc. J'avais cousu pour que cet endroit soit à moi. Maintenant, Marc voulait l'échanger contre le droit de s'occuper de moi. Chaque fois que nous parlions de l'appartement, la tête me tournait plus fort. C'était étrange, une coïncidence. C'est la vie, me disais-je. Mais les coïncidences s'accumulaient. Le matin, ça allait. Je me levais doucement. Je me sentais bien. Mais le soir, après le dîner, quand Marc venait avec son petit plateau de médicaments, les choses se gâtaient. Il insistait toujours pour que je prenne les pilules devant lui. Il restait là, à me regarder, jusqu'à ce que j'aie tout avalé. 40 minutes après, l'enfer commençait. La pièce filait, et je devais m'agripper au drap pour ne pas tomber du lit. Un jour, j'ai vu Marc préparer mes médicaments. Il prenait mes petites boîtes prescrites. Mais il ajoutait quelque chose. Une petite pilule blanche, tirée d'une boîte qu'il ne laissait jamais traîner.
Il était si rapide, il la cachait sous son pouce. J'ai juste vu un flash de blanc anonyme avant qu'il ne la glisse dans le verre. J'ai commencé à me demander si j'étais folle. Est-ce que mes vertiges me rendaient paranoïaque? Les médecins avaient dit que c'était l'âge. Peut-être que je cherchais des coupables. Mais j'ai aussi pensé, il faut écouter son corps. Mon corps me disait que le problème n'était pas l'âge. Le problème venait de quelque part d'autre. Mon appartement valait cher. 630 000 € en tout, si l'on comptait l'assurance vie et le bien lui-même. C'était le prix de ma mort. J'ai essayé de lui parler. « Marc, je me sens encore plus mal avec ces pilules. Peux-tu vérifier l'ordonnance ?» Il est devenu froid. « Ne sois pas ridicule, maman. C'est le meilleur traitement. Tu dois juste t'habituer. Tu n'as plus toute ta tête. » Cette phrase, « Tu n'as plus toute ta tête ?» Il me la servait souvent. C'était une façon de me dire de me taire, de ne pas poser de questions. Mais à mon âge, on voit les choses autrement. Et j'ai vu que Marc avait peur. Pas peur pour moi, mais peur que je découvre quelque chose. Une autre fois, j'ai surpris Sylvie dans la salle de bain. Elle tenait mon petit pilulier, celui où je mettais mes médicaments de la semaine. Elle fouillait dedans. Quand elle m'a vue, elle a sursauté. « Oh, maman, je vérifiais juste si tu avais assez d'eau. » Elle a souri. Un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Je peux le faire. » ai-je répondu, ma voix tremblante. Elle a tracé sa main sur mon front, un geste faux et condescendant. « Bien sûr, mais laisse-nous t'aider. Tu ne peux pas te permettre une autre chute. » Elle ne voulait pas que je tombe pour ma sécurité. Elle voulait que je tombe pour l'argent. J'ai commencé à avoir faim. Pas pour la nourriture, mais pour la vérité. Je me sentais piégée dans cette maison de verre et de béton, mes vertiges devenant la preuve de ma faiblesse, de mon incapacité à me défendre. Marc avait même commencé à apporter des papiers avec des signatures nécessaires. « Juste pour les banques, maman. Une procuration au cas où. » Je n'ai rien signé. J'ai dit que mes mains tremblaient trop. Il a reniflé, agacé, et est parti. La nuit dernière a été la pire. Je n'arrivais pas à dormir, l'estomac noué. J'avais pris ma dose du soir, celle que Marc m'avait donnée en insistant beaucoup. J'ai senti le vertige monter tout de suite. Mais j'ai lutté, respirant lentement, m'accrochant au lit. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu leur voix en bas. La porte de leur bureau était entr'ouverte. Leur murmure montait. Je me suis levée, lentement, un pas à la fois, mon cœur battant la chamade. J'ai collé mon oreille au bois. Marc parlait, doucement. Mais il y avait de la méchanceté dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. « Elle ne va pas tenir longtemps comme ça. Encore quelques semaines de... » Il a coupé sa phrase. J'ai loupé le mot important. Puis Sylvie a ri, ce rire sec, mince, comme du papier qu'on froisse. Et avec la façon dont elle trébuche, c'est parfait. Personne ne se doutera de rien. Le notaire sera prêt d'ici le mois prochain. La maison sera à nous. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Ce n'était pas la vieillesse qui me tuait. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un calculait mes chutes. Quelqu'un voulait qu'elle soit incapable de se battre. J'ai entendu Marc répondre, sa voix pleine de suffisance, pleine d'une horrible confiance. « Ne t'inquiète pas, maman aura bientôt la paix et nous aurons notre liberté. » Je me suis retirée en tremblant. Ma propre chair, mon fils. Il préparait dans quelque chose de terrible. Et quoi qu'il fasse, ce n'était pas seulement pour que je parte, c'était pour que je tombe. Si je voulais survivre, je devais faire semblant d'être faible. Je devais être la vieille femme tremblante qu'ils attendaient. Le seul moyen de les vaincre, c'était de devenir invisible, la petite couturière inoffensive. Mais au fond de moi, je savais que la couture, la patience du point, allait me servir d'une autre manière. J'allais découdre leurs plans,
un fil après l'autre. Le sang s'était glacé dans mes veines cette nuit-là. Quand j'ai entendu Marc parler de la paix que j'aurais bientôt, je n'ai plus tremblé de peur. J'ai tremblé de colère. Je n'étais pas folle. Mon corps ne me trahissait pas par hasard. Mon fils me trahissait. J'ai passé le reste de la nuit assise sur le bord du lit, la lumière du couloir filtrant sous la porte. J'ai repassé tout, point par point, comme on vérifie une couture pour un défaut. Marc me donnait les pilules. Marc insistait. 40 minutes après, la pièce tournait. C'était un plan méchant, précis. Marc voulait que je tombe. Il voulait que les médecins disent « Vieille femme, chute accidentelle ». Il encaisserait l'assurance vie et vendrait l'appartement. 630 000 €. C'était le prix de ma vie. Je devais agir, mais comment? J'étais faible, enfermée, surveillée. Si je leur disais que je savais, ils pourraient accélérer les choses. Je devais continuer à jouer la vieille dame tremblante. J'ai commencé à observer Marc. Le matin, ça allait. J'étais lucide. Marc me souriait. Mais le soir, c'était l'heure du poison. Il venait, toujours avec ce plateau. Le verre d'eau, mon pilulier habituel, et cette petite pilule blanche que j'avais vue, sortie d'une boîte qu'il ne me montrait jamais. J'ai essayé de ne pas la prendre. J'ai fait semblant d'avoir la gorge sèche. J'ai posé le verre. Marc est resté là, debout. Ses yeux ne me quittaient pas. « Allez, maman, un effort. C'est pour ton bien, » a-t-il dit, sa voix pleine de douceur. Une douceur qui sentait le mensonge. Il m'a tendu le verre. J'ai dû l'avaler. J'avais l'impression d'avaler du gravier. 40 minutes plus tard, mon monde partait en vrille. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire facile. Tant que je restais chez eux, je devais jouer le jeu. Le lendemain, il m'a apporté un document à signer. Juste des papiers pour la banque, maman, pour simplifier les choses. C'était une procuration générale. Si je signais, il pouvait tout faire, y compris me vendre l'appartement, à mon insu. J'ai fait une petite grimace de douleur. J'ai laissé ma main trembler exprès. « Je suis désolée, Marc. Je n'arrive pas à tenir le stylo. Mes doigts, tu sais, la couture. » Il a soupiré. Pas de tristesse, juste de l'énervement. Bon, d'accord. On verra ça plus tard. Je ne lui donnais pas la preuve de ma faiblesse pour qu'il me plaigne. Je lui donnais l'illusion de la victoire. À mon âge, on voit les choses autrement. Je devais être plus patiente que lui. J'avais passé 40 ans à piquer de minuscules points. J'étais une experte en patience. J'avais besoin d'une arme. Et Marc et Sylvie ne me la donneraient pas. J'ai pensé à la seule personne dans cette maison qui n'était pas aveuglée par le blanc et le gris de leur argent. C'était Madame Simone. Simone était la femme de ménage. Elle venait 2 fois par semaine. Elle était petite, discrète, avec des yeux bruns qui voyaient tout. Marc et Sylvie ne la traitaient pas bien. Ils lui donnèrent des ordres secs, la regardèrent à peine. Pour eux, Simone était invisible. Et c'est justement ce qui la rendait utile. Un matin, Marc et Sylvie étaient fort tard partis tôt. J'étais assise dans le salon, faisant semblant de lire. Simone passait l'aspirateur. Je l'ai regardée dans les yeux. Elle a coupé la machine. « Madame Dubois », a-t-elle murmuré, son accent lyonnais bien prononcé. « Vous ne devriez pas prendre ces médicaments. Ça vous fait du mal. » Mon cœur a bondi. « Comment? Comment vous savez ?» Elle a reposé le manche. « J'ai été aide-soignante il y a longtemps. J'ai vu des gens prendre des choses pour la tension qui leur faisait perdre l'équilibre. Vous allez bien le matin. Vous tombez après le repas du soir. C'est pas l'âge, ça. C'est le médicament. » J'ai senti les larmes monter. Quelqu'un me croyait. Ils veulent me faire tomber, Simone, pour l'appartement. Simone n'a pas montré de surprise. Elle a juste hoché la tête, tristement. Je m'en doutais. Monsieur Marc est nerveux ces derniers temps.
Il parle trop fort au téléphone dans le bureau. L'argent, ça rend les gens fous. » Elle a regardé autour d'elle, puis elle s'est penchée. « Madame, vous devez arrêter de prendre ces pilules. Mais si vous les crachez, ils vont le voir. » J'ai raconté à Simone comment Marc surveillait. « D'accord. Alors, faites semblant. Prenez le verre. Mettez la pilule sous la langue, sans qu'il voie. Puis, quand il sera parti, crachez-la dans un mouchoir. Vous allez voir, le vertige va diminuer. » J'ai essayé le soir même. Marc est arrivé, sourire faux. J'ai pris le verre. J'ai glissé la petite pilule blanche sous ma langue, en faisant semblant d'avaler. C'était difficile. J'ai bu l'eau et j'ai montré ma bouche à Marc. Il a souri, satisfait. « C'est bien, maman. Une bonne nuit de repos. » Il est parti. J'ai couru aux toilettes, craché la pilule dans un papier. J'ai attendu, le cœur serré, m'attendant à ce que la pièce se mette à tourner de toute façon. 40 minutes. Rien. 30 minutes de plus. Toujours rien. J'avais une lucidité totale. La tête ne tournait pas. J'ai senti une vague de puissance m'envahir. Ce n'était pas moi qui étais détraqué. C'était la drogue. J'ai tout raconté à Simone le lendemain. « Maintenant, on doit savoir ce que c'est exactement, » a dit Simone. « Je vais récupérer la pilule que vous avez cachée. J'ai une amie. Elle travaille au labo. Elle va nous dire ce qu'il y a dedans. » C'était dangereux. Si Marc voyait Simone avec cette pilule, c'était fini pour elle aussi. Mais il faut écouter son corps. Et mon corps me disait que Simone était la seule encre. J'ai donné la pilule dissimulée à Simone, enveloppée dans un petit morceau de tissu de soie que j'avais découpé de mon peignoir. Pendant que nous attendions les résultats, Marc a redoublé d'efforts. Il sentait que je ne m'étais pas écroulée récemment. « Maman, il faut qu'on soit clair. J'ai un rendez-vous avec le notaire dans 10 jours. Tu dois signer. On a besoin de cet argent maintenant. » J'ai continué à faire semblant de trembler, mais en secret, j'étais en train de me battre. Simone est revenue 3 jours plus tard. Ses yeux bruns étaient plus sombres que d'habitude. Elle a nettoyé la cuisine, et quand elle s'est assurée que Marc et Sylvie étaient au travail, elle est venue dans ma chambre. Elle tenait une petite feuille format de papier. Une analyse. « Regardez, Madame Dubois, » a-t-elle dit. Elle a pointé un nom compliqué. « Votre ordonnance, c'était juste pour le vertige bénin. Ça, c'est un médicament très fort contre l'hypertension. » Elle m'a montré une ligne. Anti-hypertenseur de classe 2. « Le but, » a chuchoté Simone, « c'est de faire chuter votre tension très vite. Normalement, la tension d'une femme de votre âge, c'est environ 160 sur 95. » Elle a fait une pause. « Ce médicament fait chuter la tension à 110 sur 65 en moins d'1 heure. » J'ai mis la main sur ma gorge. 110 sur 65, c'était trop bas. Ce qu'ils appellent vos vertiges, c'est l'hypotension orthostatique. Quand vous essayez de vous lever, votre sang ne monte pas assez vite au cerveau. Ça vous déséquilibre, ça vous fait tomber. Marc ne voulait pas me tuer en me donnant une trop grosse dose. Il voulait que je me tue moi-même en tombant. Une mort naturelle. La trahison n'était pas seulement dans le cœur de mon fils. Elle était dans la chimie de mon propre corps. J'ai pleuré, mais mes larmes étaient silencieuses, sèches. Ce n'était pas de la pitié que je ressentais. C'était une rage froide. Marc était en train d'organiser mon meurtre au ralenti, jour après jour. « Je ne peux pas signer. » ai-je dit, ma voix étranglée. « Je ne peux pas. Il ne faut pas. Mais il va devenir pressant, » a prévenu Simone. « Si vous arrêtez les pilules, il va le remarquer. Il va trouver un autre moyen. » J'ai rangé l'analyse. C'était ma preuve. Une feuille qui disait que mon fils était un meurtrier. Marc est rentré ce soir-là, tard. Il était nerveux, agité. Il ne m'a même pas demandé comment j'allais.
Il a juste sorti un autre paquet de papiers. « Le notaire vient demain soir, maman », a-t-il annoncé, sans détour. « Il faut signer les documents finaux pour l'appartement. Je t'ai mis une procuration aussi, au cas où tu aurais un mauvais jour après ça. Demain soir. » Il accélérait tout. Il avait peur que je me rétablisse. Il voulait que je sois incapable de comprendre ce que je signais. Il voulait que je sois au tapis. Ce soir-là, il m'a donné le verre. J'ai senti que la pilule était plus grosse. Il avait doublé la dose, peut-être plus. Il me regardait avec une intensité terrifiante. C'était son dernier essai. S'il ne m'incapacitait pas ce soir, il perdait le contrôle pour le rendez-vous de demain. J'ai fait semblant d'avaler la pilule, la cachant vite. J'ai montré ma bouche à Marc, buvant la grande gorgée d'eau. Il a souri, ce sourire faux, soulagé. « Repose-toi bien, maman. C'est la dernière nuit où tu t'inquiètes pour quoi que ce soit. » Il pensait que j'étais hors jeu. Il ne savait pas que je venais de me débarrasser de son arme la plus puissante. Maintenant que je ne prenais plus ce poison, je devais me reconstruire. Je devais être prête pour le notaire de demain. J'ai expliqué à Simone à quel point la peur m'avait rongée. J'avais peur de marcher, peur de tomber. Elle m'a souri. « La peur, c'est ce qu'il veut, madame. Mais le corps, il n'oublie pas comment se tenir. Il faut juste lui redonner les bonnes informations. » Simone m'a enseigné des techniques, des choses simples, mais que Marc ne voulait pas que je trouve. « Vous voyez, votre problème, madame, ce n'est pas juste la tension. C'est que quand vous êtes tombée, votre cou s'est déréglé. Votre cerveau reçoit de mauvaises informations de votre nuque. » Elle m'a montré le test du mur. Collez votre dos contre le mur, talons, fesses, épaules. Maintenant, tournez doucement la tête à droite, puis à gauche. Tenez 60 secondes. Je l'ai fait. Au début, ça tirait. Mais j'ai senti quelque chose bouger, une petite douleur qui partait. Ce simple geste, pendant 1 minute, remettait un peu les choses en place. Mais surtout, elle m'a appris à lutter contre le déséquilibre. La stabilité, ça vient des pieds, madame, pas de la tête. Elle m'a fait asseoir. On va faire la mobilité de la cheville. 3 minutes. Levez le pied. Faites des cercles avec la cheville. Lentement. 10 fois dans un sens. 10 fois dans l'autre. J'étais sceptique. Des cercles avec les pieds pour m'empêcher de tomber? Mais on ne connaît pas la force qu'on a tant qu'on n'a pas essayé. J'ai pratiqué. Le premier jour, c'était bizarre. Le 3e jour, je me sentais plus ancrée. Les études montrent, m'a expliqué Simone avec un sérieux d'infirmière, que cette mobilité simple, faite pendant 3 minutes, ça améliore votre équilibre de 25 à 30%. C'est le pied qui donne l'information au cerveau. On est stable. J'ai pratiqué en secret, 3 fois par jour, dans la salle de bain, en tenant le lavabo. J'ai aussi appris la respiration diaphragmatique. « Quand vous sentez la peur monter, » a dit Simone, « respirez par le ventre. 2 minutes. Cela réduit la sensation d'instabilité jusqu'à 40%. Ça calme le système nerveux. » J'ai combiné les techniques. Je me levais doucement, cheville, respiration. En moins d'1 semaine, je marchais mieux. Les vertiges avaient presque disparu, puisque je ne prenais plus la drogue de Marc. Je devais masquer ma guérison. Quand Marc ou Sylvie passaient, je reprenais la démarche hésitante. Je m'appuyais lourdement sur la rampe. Je jouais mon rôle à la perfection. Mais j'avais besoin de preuves. Des preuves qui iraient au-delà de la pilule et de l'analyse. J'ai pensé à la couturière que j'étais. J'avais besoin de cacher quelque chose de minuscule. J'ai demandé à Simone de m'acheter un dictaphone numérique, le plus petit qu'elle trouverait. Elle m'a ramené l'objet, à peine plus grand que mon pouce. J'ai sorti mon peignoir préféré, celui que je portais toujours quand j'étais censée être faible. J'ai décousu soigneusement la doublure de la poche intérieure.
En moins d'1 heure, le micro était cousu à l'intérieur, invisible. Même Sylvie, avec ses yeux d'aigle, ne le trouverait jamais. La nuit précédant l'arrivée du notaire, j'ai activé le micro. J'ai laissé la porte de ma chambre légèrement ouverte. Le dîner fut tendu. Marc et Sylvie étaient excités, riant un peu trop fort. Ils parlaient d'un voyage aux Maldives, de nouvelles voitures. « Demain soir », a dit Sylvie, sa voix pleine de gourmandise, « nous serons libres, et ta mère sera en sécurité. » Marc a bu un verre de champagne. C'était facile. On a juste eu besoin de la bonne pression. J'ai écouté leur voix monter les escaliers. J'ai entendu le bruit du verre et les murmures satisfaits. Le dictaphone enregistrait tout. Leurs plans, leur cruauté, la preuve de leur conspiration. J'avais l'analyse de la pilule, et j'avais leur propre voix. J'avais repris mon corps, grâce à la mobilité de ma cheville et à ma respiration. Je me suis levée, un pas après l'autre, sans aucune hésitation. J'ai touché la doublure de mon peignoir. L'objet était là. Je n'étais plus la vieille femme au tapis. J'étais Colette Dubois, la couturière qui défère le mal. Fingir la faiblesse était la seule force qui me restait. Le notaire arrivait demain à 18h. Marc et Sylvie s'attendaient à voir une loque, tremblante et incapable de penser clairement. Ils allaient être servis, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Je n'avais plus peur de tomber. Je me préparais à les faire chuter. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Le notaire devait arriver à 18h précises. Dans le grand salon froid de Marc et Sylvie, la table de verre était nettoyée, les documents étalés. Le piège était monté, mais l'appât avait refusé de mordre. J'étais assise, mon peignoir familier sur les épaules, l'objet minuscule cousu dans la doublure, mon allié silencieux. Marc entra le premier. Son costume était impeccable, mais une veine palpitait sur sa tempe. Sylvie, tout en sourire trop large, alluma quelques bougies parfumées, créant une atmosphère grotesque de calme avant la tempête. À 18h, Maître Leclerc, le notaire, frappa. Il entra, sérieux, portant sa mallette de cuir noir. J'attendais. Marc commença à parler des clauses, de la procuration, essayant d'accélérer la signature pour m'empêcher de réfléchir. Il me tendit le stylo, ses yeux pleins d'une impatience mal dissimulée. « Vas-y, maman » insista-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Finissons-en. Tu pourras te reposer après. » Je ne bougeais pas. Je fixais le stylo. C'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Marc se retourna, son visage se figeant d'incompréhension. Entrèrent le commissaire Bertrand, un homme massif et discret, accompagné du docteur Dubois, mon médecin traitant habituel que Marc avait soigneusement écarté, et enfin, Simone. Simone, ma femme de ménage, ma seule ancre, portait son uniforme de travail, mais son regard n'avait rien de servile. Elle me fit un imperceptible hochement de tête. Marc se leva si vite que sa chaise bascula en arrière, un bruit sec dans le silence. « Mais qu'est-ce que c'est que ça, maman ?» articula-t-il, sa voix montant d'une octave. « Une plaisanterie ?» Sylvie tenta un sourire vers le notaire, essayant de sauver les apparences. « Marc, chérie, ce n'est pas le moment de... » Je coupais net leurs protestations. Je m'étais levée, pas en m'agrippant à la table, pas en titubant. Je me suis levée, j'ai jeté le stylo de côté et j'ai fait 2 pas fermes, sans la moindre hésitation, sans le moindre vertige. J'avais feint la faiblesse pendant des semaines. J'avais pratiqué la mobilité de la cheville, la respiration diaphragmatique. Chaque mouvement était un acte de défi silencieux. En me tenant là, droite, mes 69 ans semblaient avoir fondu. Le silence de la pièce était total. Je me tournai vers Marc. Mon regard n'était plus celui d'une mère aimante, mais celui d'un juge. « Il n'y aura pas de signature, Marc. Il y aura une confession. »
Je posai le micro-enregistreur, à peine plus grand que mon pouce, sur la table de verre. Le petit point de soie de mon peignoir était invisible. Je poussai un bouton. La voix de Marc résonna dans la pièce, métallique et claire, parlant à Sylvie de la veille au soir. « J'ai doublé la dose pour ce soir. C'est fini pour elle, demain. Le notaire sera content. » Puis, le rire sec de Sylvie. « 630 000 €, Marc. Dépêche-toi. » Le notaire, maître Leclerc, poussa un soupir d'horreur et se recula de la table. Sylvie se couvrit la bouche. Marc était livide. Il n'y avait plus de place pour la négation. Je ne leur laissais pas le temps de respirer. Je fis signe au docteur Dubois. Le docteur Dubois, gêné, mais professionnel, posa sur la table les analyses comparatives. « Madame Dubois, je suis désolée de ne pas avoir décelé ça plus tôt. Mais l'analyse de cette pilule, que Simone a eu la bravoure de récupérer, le confirme. Ce n'était pas un simple traitement pour les vertiges, c'était un antihypertenseur puissant. » Il me montra les chiffres, frappant la feuille du doigt. Votre tension normale pour votre état était d'environ 160 sur 95. L'ingrédient qu'il ajoutait provoquait une chute dramatique à 110 sur 65 en moins d'une heure. Ce n'était pas la vieillesse qui vous faisait tomber, c'était une hypotension orthostatique critique. Il cherchait une chute mortelle qui semblerait naturelle. Marc se jeta en avant, les mains jointes, ses larmes montant. « Maman, je suis ton fils. Pense à tout ce que j'ai fait. J'étais désespérée. J'avais des dettes, tu sais bien. Tu vas faire ça à ton propre sang, à ton unique enfant, pour une question de médicaments ?» Il minimisait, essayant de ramener le problème à une simple erreur d'ordonnance. Je le regardais sans ciller. L'image de Marc, le petit garçon que j'avais élevé en vendant mes créations, s'était effondrée, laissant un étranger cupide à sa place. « J'ai cousu pour vivre 40 ans, point par point, » dis-je. Ma voix était un fil de glace. J'ai payé mon 2 pièces avec la sueur de mon front, pour ne dépendre de personne. Vous avez planifié de me tuer, de me rendre incapable pour hériter de cet appartement et de mon assurance vie. Vous avez calculé ma mort pour 630 000 €. Je m'approchai de lui. Mon fils est mort le jour où il a décidé qu'il valait mieux me voir tomber que travailler. Je ne vous connais plus. Ma phrase était une exécution. Le commissaire Bertrand avança. Il sortit ses menottes. Marc et Sylvie Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide prémédité et conspiration en vue de fraude. Sylvie poussa un cri aigu et s'effondra. Marc se laissa menotter, sa dignité envolée, son visage défait. Il fut emmené le premier, chancelant là où j'avais refusé de tomber. Sylvie le suivit, la tête basse. Le notaire annula immédiatement la procuration et tous les documents de vente, carottant l'encre rouge sur le papier. La maison retrouva son silence, mais c'était un silence de délivrance et non d'oppression. Le procès eut lieu 8 mois plus tard et fit grand bruit à Lyon, le scandale d'un fils ingrat et d'une belle-fille avide, orchestrant la mort lente de leur mère. Marc fut condamné à 12 ans de réclusion ferme pour tentative d'homicide prémédité et abus de faiblesse sur personne vulnérable. Il perdit toute chance de recours professionnel et fut radié de son ordre. Sylvie, reconnue complice active, fut condamnée à 5 ans de prison, assortie d'un sursis probatoire sévère. Le tribunal les força à payer, solidairement, une indemnité de 800 000 € pour les dommages moraux, le préjudice corporel et les frais de justice. Ils perdirent leur grande maison froide, vendue pour éponger leurs propres dettes et payer les réparations. L'argent qu'ils convoitaient pour leur liberté les avait conduits à la ruine et à la prison. La famille élargie les renia. Les amis, choqués, s'éloignèrent. Marc fut transféré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, coupé de toute visite autre que celle de son avocat. Il n'avait plus rien. Aujourd'hui, 2 ans après ce jour de confrontation,
Je suis Colette Dubois, j'ai 71 ans, et je suis plus forte que jamais. Les vertiges ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Je n'ai plus besoin de médicaments. Ma tension artérielle, qui oscillait dangereusement à 160 sur 95, est désormais stable à 125 sur 78. J'ai perdu 10 kilos et je marche 1 heure chaque matin dans le parc voisin. J'ai vendu la grande maison de Marc et Sylvie. L'argent de la vente et l'indemnisation m'ont permis d'acheter un rez-de-chaussée spacieux dans mon ancien quartier, avec une petite cour. Mon ancien 2 pièces n'a jamais été vendu. Je l'ai transformé. Ce lieu s'appelle l'atelier Mobilité Colette et Simone. Simone, l'ancienne aide-soignante devenue ma confidente et ma partenaire, travaille à mes côtés. Nous y accueillons les seniors qui, comme moi, ont été piégés par la peur de la chute ou par un trop-plein de médicaments inutiles. J'enseigne ce que j'ai appris. L'importance de la mobilité de la cheville pendant 3 minutes. Un geste simple qui améliore l'équilibre de 25 à 30%. J'apprends à 150 personnes par an, par des ateliers de quartier, à utiliser la respiration diaphragmatique pour calmer les systèmes nerveux et réduire l'instabilité de 40%. La stabilité ne vient pas de la tête, dis-je souvent en souriant. Elle vient des pieds et de la vérité. J'ai retrouvé le goût de la couture, mais je ne couds plus des robes. Je couds des petits sacs pour les exercices de cheville et des étuis pour les tensiomètres. Ma nièce éloignée, Sophie, et son mari, qui m'ont soutenue après le procès, me rendent visite chaque semaine. Assise dans mon nouvel atelier, le soleil du matin inondant les bobines de fil, j'écoute les rires des autres seniors. Ils font leur cercle de cheville. Ils respirent lentement par le ventre. Ils sont là où j'étais, faibles, mais déterminés à se relever. Je me rappelle la femme que j'étais, tremblante, alitée, croyant que mon corps m'avait trahi. Aujourd'hui, je sais que mon corps m'a crié la vérité, mais que la peur m'empêchait d'entendre. Marc et Sylvie voulaient m'enterrer faible et confuse, pour 630 000 €. Finalement, j'ai enterré ma faiblesse et ma peur, le fil de la trahison qu'ils ont tissé. Je l'ai décousu, point par point, pour créer quelque chose de solide, de vrai. Ma vie n'est plus un roman de couturière triste. C'est un manifeste de stabilité. Ma seule dépendance aujourd'hui, c'est cette joie simple et la mobilité de la cheville. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.